au cinéma, hein. Bon, bonsoir à tous. Je ne sais pas si tout le monde était là hier soir. Oui, non. Hier soir, Claire nous a présenté son dernier bouquin sur la guerre secrète contre les peuples, que je vous invite à acheter tout à l'heure. Mais surtout, moi j'ai connu Claire sur ces deux premiers bouquins là, que je vous conseille aussi, qui sont énormes. C'est le premier qui avait été fait avec Sylvie Simon, que certains ici connaissent cette dame là, qui malheureusement est décédée, qui était aussi une journaliste extraordinaire, qui avait fait un travail sur les vaccins. Et voilà. Je vous invite aussi à voir ces vidéos qu'elle avait fait certaines sur YouTube. Et ce livre de Claire aussi, Complot mondial contre la santé, qui démontre clairement que voilà, on est quand même des pauvres êtres innocents manipulés par des instances qui font les choses sérieusement et que tout est étudié, quoi. Voilà, tout se retrouve. Et là, je pense que tu vas nous parler un peu de la santé. Donc, Oui, en fait, pour continuer ce que tu dis, dans l'armée américaine, ils disent une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est un complot. Donc quand j'ai fait complot mondial contre la santé, tout le monde m'a dit oh, tu vas pas l'appeler complot, tout le monde va dire que c'est une complotiste. Mais en fait, j'ai regardé la définition dans le dictionnaire. Complot, c'est une petite, une poignée de gens qui se mettent ensemble pour dans un but néfaste contre les autres et pour leur profit. Donc je trouvais que c'était tout à fait normal de l'appeler complot contre la santé. Donc j'ai assumé de me faire traiter de complotiste. Conspirationniste. Et moi qui ai connu Claire il y a quelques années, puisque j'avais acheté ses bouquets, je les ai passés à ma compagne, qui vraiment, elle aussi quand même, qui est assez éveillée, puisque bon, c'est ma compagne et je lui transmets toutes mes recherches et ma synthèse. Et elle vient de finir celui-là, et elle a fait une sacrée claque. C'est assez détaillé et c'est vachement bien fait. Voilà, donc je te laisse la parole. C'est-à-dire qu'en fait tout se tient, quoi. Une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'on tire le fil, c'est un peu comme le fil d'Ariane, c'est-à-dire que c'est à peu près le même plan dans tous les domaines. Et bon, ils veulent pas notre bien, quoi. Ça, enfin, s'ils veulent notre bien, ça se voit pas, quoi. Donc voilà. Alors, comme on n'est pas nombreux, si vous voulez, d'habitude, on fait la conférence et après vous posez des questions. Mais si vous voulez poser des questions au milieu ou si vous avez un sujet que vous voulez que j'approfondisse ou, enfin. Vous êtes les bienvenus, allez-y. On peut faire ça plutôt comme un dialogue que comme une conférence normale, quoi. Voilà. Donc en fait, moi, je suis partie j'en parlais tout à l'heure. Je vivais aux États-Unis, moi, et à l'époque, je suis rentrée en France un jour avec ma fille. C'était la pleine époque de la campagne pour le vaccin contre l'hépatite B. Donc je me suis dit, je vais être une bonne mère, c'est génial, je vais faire vacciner ma fille, me faire vacciner comme ça tout. Et donc on est allé se faire vacciner. Et quand je suis rentrée aux États-Unis, 2 ans après, j'ai vu les class action et les gens qui commençaient à se regrouper parce qu'il y avait des effets secondaires terribles. Et donc là, j'ai prié tous les saints de la terre en me disant, et de là-haut, en disant, j'espère que j'ai pas plombé ma fille si petite, quoi. Et je me suis promis que quand il y aurait autre chose, plus jamais je croirais ce qu'ils disent et que j'irai chercher moi, plus jamais je croirais ce qui se dit aux infos, mais que j'irai chercher moi mes propres informations. Donc en fait, j'ai commencé mes enquêtes au moment du H1N1 parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc j'ai commencé à aller regarder sur le net d'abord. Et puis après, je trouvais des trucs un peu bizarres. Donc je suis tombée sur une dépêche d'une agence russe qui disait que Baxter avait envoyé 80 kilos de vaccins dans ses filiales du monde entier, qui étaient prêts à être fabriqués. C'est-à-dire, normalement, les gens prenaient la souche et fabriquaient les vaccins, tout ça, sans plus de contrôle. Et en fait, il y a un mec en Ukraine qui, lui, a dit, tiens, je vais quand même les tester sur mes hamsters. Et tous ces hamsters sont morts. C'est-à-dire que si ce mec avait pas fait ça, on risquait tous d'avoir des graves problèmes parce que les vaccins étaient pas du tout, Alors évidemment, Baxter s'est défendu en disant oui, mais il y a eu un problème de sécurité et tout. Quand on enquête un peu, on se rend compte que c'est absolument impossible. Les labos où ils font ça sont des labos où il y a 3 systèmes de sécurité, où ça peut pas arriver, quoi. En même temps, j'ai découvert que Baxter avait déposé le brevet du H1N1 un an avant la pandémie. Donc c'est quand même curieux, quoi. Comment ils pouvaient savoir que ça allait être une pandémie d'H1N1 et pas une pandémie d'H3N12, quoi. Et tout était comme ça, quoi. Donc le H1N1,
Enfin, ce qui s'est passé pour le H1N1, c'est vraiment le prototype de la manipulation à laquelle on est soumis chaque fois qu'ils veulent nous faire avaler une couleuvre, quoi. Et en même temps, je me suis rendu compte que le gouvernement américain avait fait passer une loi pour voter l'impunité des labos en cas d'effet secondaire, par exemple. Donc, ça donne vachement confiance. C'est comme si, c'est comme vous signez une décharge en arrivant chez votre garagiste, et pour dire que si jamais votre voiture vous tue en sortant, c'est lui, il est pas concerné, quoi. Enfin, tout était comme ça. C'était assez bizarre. Donc du coup, je me suis mise à enquêter sur tous les vaccins, mais je trouvais des trucs tellement terribles que j'allais demander à des experts que je trouvais qui avaient l'air d'être intègres ce qui se passait, quoi. Est-ce que je comprends bien, etc. Et ils m'ont dit, oh, bah, c'est bien pire que ce que tu crois. Je dis, ah bon? Et donc j'ai enquêté sur l'hépatite B, par exemple. Je me suis rendu compte que l'hépatite B, il y avait 80 000 enfants sur des fauteuils roulants en France avec des scléroses en plaques dont on nous parlait pas, et c'était des enfants qui avaient été vaccinés contre l'hépatite B. Donc j'ai demandé bêtement, mais pourquoi ils continuent les campagnes sur l'hépatite B s'il y a déjà 80 000 enfants sur des fauteuils roulants? Et là, je me suis entendu répondre, oui, mais des enfants qui sont sur un fauteuil roulant depuis tout petit pour lesquels qu'on va devoir indemniser pour toute leur vie, ça coûterait trop cher, donc il faut pas qu'ils reconnaissent que que le vaccin induit cette maladie, sinon les labos auraient trop cher à payer. Donc on continue à plomber d'autres enfants pour pas reconnaître et pour pas avoir un manque à gagner. Donc je trouvais ça ahurissant, quoi. Après je me suis occupée d'abord j'ai regardé dans le temps, est-ce que c'était pareil avant? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 60 ans qu'ils nous mènent en bateau il y avait eu la grippe aviaire avant, où chaque fois qu'on voyait un oiseau se poser dans le jardin, on disait, mon Dieu, je vais mourir. En fait, on n'a jamais vu la grippe aviaire non plus. Avant, il y avait eu la grippe espagnole. Enfin, je veux dire, et quand on regarde tous les documents, on s'aperçoit que c'est du foutage de gueule, quoi, mais intégral. Dans le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, je me suis débrouillée pour avoir la mise sur le marché, le document de la mise sur le marché. Quand on lit le document de la mise sur le marché, déjà c'est un mensonge, c'est-à-dire que c'est pas un vaccin contre le cancer du col de l'utérus comme ils nous le vendent, c'est un vaccin contre 2 papillomas, il y en a un contre 2 et un contre 4 papillomas. Mais on a une centaine de papillomas dans le corps. Donc c'est-à-dire que ça sert strictement à rien. Et en plus de ça, on peut être porteur des papillomas et ne jamais développer un cancer. Et si on le développe, ça peut être 40 ans après. C'est-à-dire que même si leur vaccin était bon, au bout de 5 ans, il n'a aucun effet. Encore, je doute totalement que le vaccin serve à quelque chose. Donc c'est vraiment, ça sert à rien. Sauf que dans le document de mise sur le marché, il y a écrit, il faut surtout continuer les frottis vaginaux, parce que c'est la seule chose qui permet de savoir si vraiment on a un cancer du col de l'utérus ou pas. Donc c'est un truc qui ne sert à rien. Donc quand il vous parle de bénéfice-risque, en fait le bénéfice, il n'y en a aucun, ça c'est sûr. Par contre, les effets secondaires sont terribles. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, là il y a 200 plaintes, mais moi je suis la marraine de leur, puisque en grande partie avec Sylvie Simon, contribué à la dénonciation de ce vaccin. Faut voir dans quel état sont les petites filles, c'est-à-dire qu'à 18 ans, elles sont stériles, elles ont des lupus partout, c'est-à-dire on les opère de lupus et de furoncles sur les ovaires, etc. On leur dit c'est pas grave, on va vous enlever l'ovaire, ce qui fait qu'elles se retrouvent stériles à 18 ans. Elles développent des cancers, elles ont des AVC, elles sont complètes, elles supportent pas la lumière, elles ont des fibromyalgies, enfin je veux dire c'est horrible, à 18 ans leur vie est complètement détruite pour un truc qui ne sert strictement à rien. Et en fait, du coup, je me suis intéressée à qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. Enfin, quand on regarde ce qu'il y a dans les vaccins, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire, il y a des adjuvants. Déjà, il y a le vaccin, la souche du vaccin, qui normalement, ils vous disent que normalement, la souche est désactivée. En fait, c'est très facile à comprendre. Le virus, s'il est désactivé, ça coûte 3 $ par vaccin. S'il n'est pas désactivé, ça coûte 0,58 centimes.
Donc quand on connaît les labos, on a compris pourquoi c'est pas désactivé, quoi. Et par exemple, Bill Gates qui a fait une campagne où on dit ouais, c'est un bienfaiteur de l'humanité, il est allé vacciner les petits Africains, il a éradiqué la polio en Afrique. Certes, c'est vrai, la polio n'existe plus en Afrique, mais maintenant les enfants meurent d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë. Et la paralysie flasque aiguë, c'est le virus vaccinal. C'est-à-dire que maintenant, ils meurent pas du virus sauvage, ils meurent du virus qui était contenu dans le vaccin. Donc voilà. Les vaccins contiennent aussi de l'aluminium qui migre directement au cerveau et qui rend les gens, ce qui induit Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives. Ah, mais il y en a pas, il y en a plein où il y en a pas. Et il y a aussi du mercure, il y a des vaccins qui contiennent du mercure. Qui évidemment induit l'autisme. Alors, ils savent depuis 2004 que les vaccins qui contiennent du mercure rendent les enfants autistes. Ils le savent parce qu'il y a un très bon bouquin qui a été fait par Patrick Kennedy, qui est un des neveux de John Fitzgerald Kennedy, qui est avocat et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Deadly Immunity, l'immunité mortelle. Et il explique qu'il a assisté à une réunion en 2004 où il y avait tous les labos justement qui se posaient des questions sur le mercure et qu'à la fin du séminaire, ils savaient tous que c'était le mercure, qu'ils avaient les preuves que c'était le mercure qui créait l'autisme et que leur souci, et c'est pour ça qu'il a écrit ce bouquin, parce qu'il était effaré, le souci des labos, c'était que surtout ça ne sorte pas du symposium et qu'on puisse continuer à vendre les vaccins, mais pas du tout d'arrêter le fait que les enfants deviennent autistes, quoi. Par exemple, le garde-asile, il y a du borax dedans. Le borax, c'est de la mort au rang. C'est du borate de sodium. Il y a aussi, comme souvent les vaccins sont développés sur des embryons de poulet ou sur des œufs, il y a, en fait, comme ça vient des élevages intensifs, et que les bêtes dans les élevages intensifs sont dans des états sanitaires absolument dégueulasses. Ça veut dire qu'ils contiennent déjà que les bêtes sont vaccinées, qu'elles ont des antibiotiques, qu'elles ont des tranquillisants pour supporter la façon dont elles sont entassées dans des trucs, etc. Ce qui fait que nous, on est en bout de chaîne, on récupère tout ça. C'est pour ça que c'est pas étonnant, on devient tous résistants aux antibiotiques. Je veux dire, on en bouffe tous les jours, dans tous les trucs qui viennent des élevages industriels, si on bouffe pas bio. Il y a aussi le fait que d'autres vaccins sont fabriqués sur ce qu'ils appellent des cellules immortelles. En fait, ce sont des cellules cancéreuses qui mettent en bioréacteur et pour pouvoir fabriquer plus de vaccins et que ça coûte moins cher, ils prennent des cellules cancéreuses dont la première propriété est de se dupliquer plus vite que les autres. Ils mettent ça en bioréacteur et ils font des vaccins, ils fabriquent ils font, on dit développer les vaccins dessus. Quand on sait que quand on a un vaccin, par exemple, qui a été fabriqué avec un œuf, sur un œuf, on garde les traces d'albumine, on imagine ce que ça peut donner quand on reçoit un vaccin qui a été fait sur des cellules cancéreuses. Et la cerise sur le gâteau aussi, c'est que, par exemple, le vaccin de la varicelle, le vaccin de l'hépatite B, le vaccin du papillomavirus sont des OGM. Ils sont fabriqués selon la technique OGM, c'est-à-dire que non seulement quand vous prenez ce vaccin, non seulement vous vaccinez vous, mais vous vaccinez les générations qui viennent, parce que personne ne sait ce que les OGM vont induire comme changement génétique. Donc plus toutes les maladies auto-immunes que ça déclenche, parce que là ils vous disent mais il y a des maladies auto-immunes, c'est terrible et tout, mais en fait notre corps a été fait pour se battre contre les ADN étrangers. Enfin, notre système immunitaire est fait pour se battre contre les ADN étrangers. Donc quand on lui inocule des vaccins qui lui amènent un ADN étranger, notre système immunitaire il fait son boulot, il essaie de les rejeter et ça déclenche des maladies auto-immunes absolument épouvantables. Donc ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et ils continuent à vouloir vacciner de plus en plus. C'est-à-dire en France, par exemple, un enfant de la naissance à 7 ans, il a à peu près 27 vaccins, avec les vaccins et les rappels. Si vous faites tout ce qu'ils vous disent, tout ce qui vous, qui vous conseille. Mais en fait, il y en a qu'un qui est obligatoire, c'est le DT polio, diphtérie, tétanos, polio.
Mais on le trouve plus. Bon, c'est ce qu'a dénoncé le professeur Joyeux en disant maintenant ils mettent 5 ou 6 valences dedans, les hexavalents et tout ça. C'est-à-dire qu'ils contiennent maintenant la coqueluche, l'hépatite B. Alors, par exemple, quand on sait que l'hépatite B, on l'attrape dans 90% des cas par le sexe, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on vaccine les bébés de 2 mois avec l'hépatite B contre l'hépatite B? Je veux dire, comment un enfant de 2 mois peut attraper l'hépatite B? Donc ça sert vraiment à rien, sauf que pour les autorités et les labos, c'est hyper intéressant parce que si vous avez des effets secondaires reconnus par un vaccin obligatoire, c'est le gouvernement qui est responsable. Si c'est un vaccin qui est conseillé mais pas obligatoire, c'est le labo. Dans le cas d'un vaccin qui a 6 valences, on peut pas savoir quelle est la valence qui vous a rendu malade. Donc, si vous retournez contre le labo, il dit c'est pas moi. Et si vous retournez contre le gouvernement, il dit c'est pas moi. Ce qui fait que voilà. Et par exemple, aux États-Unis, où les cas d'autisme, c'est terrible. Il y a un garçon sur 58 est autiste aux États-Unis en ce moment. C'est énorme. Mais ils ont à peu près 125 vaccins entre la naissance et l'âge de 7 ans. Donc pour moi, c'est une aberration totale parce que je vois pas comment, déjà le corps humain, enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on attrape 5 maladies en même temps? Comment le corps humain peut se défendre de 5 maladies en même temps? Et en plus, bon, on en parle souvent entre nous, mais c'est vrai que toute l'hypocrisie de la vaccination, c'est la fameuse lutte entre Bécham et Pasteur. Et en fait, nous, on est le pays de Pasteur, donc on y a droit, évidemment, mais on revient de plus en plus, toutes les études maintenant prouvent que Pasteur était un escroc total, quoi, parce que et on verra après que c'est le même plan dans l'agriculture et dans la nourriture. C'est-à-dire que là, ils nous disent que notre corps est imbécile, qu'il y a des bactéries qui se baladent partout et qu'on va être malade et tout, donc il faut absolument se faire vacciner contre tout. Mais de plus en plus, on comprend que c'est Bécham qui avait raison et que c'est le terrain qui fait tout. C'est-à-dire que notre corps est pas du tout imbécile. Si notre corps est bien nourri et s'il est performant, il est fait avec notre système immunitaire pour se battre contre les attaques qu'on peut avoir. Ça n'a aucune raison d'être de mettre des virus à répétition dans notre corps. En plus de ça, il y a plein de trucs qui sont des escroqueries totales. Par exemple, le tétanos, la maladie n'est pas immunisante. Donc moi j'ai été vaccinée toute ma vie contre le tétanos parce que on me disait j'ai toujours eu des chevaux autour de moi, donc on me disait les chevaux, tétanos, vaccin tous les 5 ans. Et le jour où on apprend que la maladie n'est pas immunisante, ça sert à quoi? À rien. Si vous pouvez attraper le tétanos 3 fois dans votre vie, c'est pas parce que vous avez été vacciné que ça va changer quelque chose. Donc eux le savent, mais nous c'est pas du tout la propagande qui nous serve. Donc jusqu'à ce qu'on soit au courant, on le sait pas et on continue en fait leur truc est très au point. D'abord ils nous font peur. C'est comme les maladies d'enfance. Je veux dire, vacciner les enfants contre la coqueluche, la rougeole, plus la varicelle, ça sert strictement à rien. Avant, on attrapait ces maladies, on restait une semaine au lit, et après on revenait à l'école et on était immunisé à vie. Maintenant, comme la seule immunité, c'est vraiment l'immunité naturelle, maintenant, ils court-circuitent cette immunité naturelle. C'est-à-dire que normalement, quand on a un virus qui nous attaque, il faut qu'il passe la barrière du derme, etc. Là, en inoculant le vaccin directement dans le muscle, c'est directement dans le sang. Et directement la barrière encéphalo-rachidienne, ce qui fait que les gens sont malades, les enfants sont malades, et en plus leur système immunitaire ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'après, quand ils chopent une grippe, ils ont des grippes à répétition parce que le système immunitaire a pas été appelé à travailler avant, quoi. Donc ça fait des générations de gens malades. En plus, la rougeole, etc. On se rend compte que plus ils vaccinent, parce que, contrairement à ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'attrape pas la maladie. Et plus ils vaccinent, justement, plus les gens, après, attrapent la maladie à 35 ans, etc. et refourguent la maladie à tous les autres, y compris à leurs enfants. Et ça recrée des épidémies de rougeole qui n'existaient plus. Et en plus, quand on regarde les documents, tout est mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une étude de Kiggs qui a été faite en Allemagne sur 18 000 enfants.
sur 3 ans, et toute l'étude montre, je vous invite à aller la voir, hein, ça s'écrit KIGGS, ça montre que tous les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. C'est-à-dire même les problèmes d'yeux, les problèmes d'asthme, les problèmes, tous les petits problèmes d'enfants, etc., les enfants non vaccinés n'ont aucun problème. Alors que les autres, comme les Amish sont contre la vaccination, il n'y a pas un cas d'autisme chez les Amish. Il y a eu des études faites là-dessus, donc c'est vraiment parce que... Alors l'autre problème, après, quand on étudie d'autres choses, on se rend compte que dans le vaccin, il peut y avoir aussi des puces RFID, et que ça leur permet de pucer les enfants. D'ailleurs, il y a un plan aux États-Unis qui s'appelle From Womb to Tomb, du ventre à la tombe, pour suivre les enfants du ventre à la tombe. Et on est en droit de se demander s'ils poussent à la vaccination autant, s'il n'y a pas une autre raison derrière, quoi. Donc les vaccins, moi, en ce qui me concerne, si vous avez des questions sur les vaccins, c'est le moment. Par exemple, moi j'ai jamais été vacciné, j'ai jamais eu, et j'ai jamais eu de maladie. Non. Comment ça se fait que les médecins rentrent autant dans le jeu? Alors, je pense qu'il y a 2 sortes de médecins. Il y en a beaucoup qui en ont rien à foutre. C'est-à-dire qu'on leur a appris ça à l'école, ils répètent ce qu'on leur a appris à l'école, ils n'ont pas du tout l'intention de s'emmerder, ils disent « ouais, moi j'ai pas le temps de chercher, j'ai pas le temps d'écouter, etc. » Et puis il y a les médecins qui ont signé la loi CAPA, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils prescrivent un acte préventif, ils touchent 7 €. Alors, oui. Ah ouais, non mais il y a des trucs très intéressants. C'est-à-dire que... Rebondit justement, c'est pour ça qu'il y a une recrudescence aussi de gens qu'on trouve qui ont des cancers, parce que c'est à cause de ça, je ne sais pas si vous le savez, je peux me permettre de rebondir, hein, sur la prévention contre le cancer pour vous mesdames avec les mammographies et les trucs de la prostate. Il se trouve qu'on trouve beaucoup de gens, il faut savoir, il y en a, je crois que c'est 4% qui sont faux, c'est des faux diagnostics, mais ça vient de là, c'est parce qu'on a dit aux médecins, si vous faites de la prévention, vous touchez à 7 € par an. 7 € par acte, par an et par patient. Donc si moi j'ai eu un problème, je suis allée à l'hôpital l'autre fois parce que je m'étais rentré un truc dans la main. Le médecin, il m'a vu arriver, il m'a dit tétanos. Je fais non, ça va. Après il m'a dit oh, mais vous savez, vous vomissez et tout, c'est peut-être la grippe, c'est les symptômes de la grippe cette année. Je dis là, vous êtes tombé sur le mauvais client. Il me dit mais vous voulez pas, vous préférez attraper la grippe? Je dis oui, absolument. Et mais donc si j'avais rien dit, déjà avec moi il faisait 14 €, comme il doit faire un client toutes les 10 minutes. Parce que moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, ouais, à la fois 7 €, c'est pas terrible. Mais 7 € si vous faites 20 clients par jour à qui vous prescrivez un vaccin, une mammographie, comment ça s'appelle, une radio, un taux de PSA. Comment? C'est la Sécu qui leur paye? C'est la loi, c'est Bachelot, je sais pas qui l'a. Oui, je pense. C'est. C'est quoi? C'est les médecins du libéral, mais les hôpitaux, non. Ils ont des campagnes. Des campagnes. Dans les hôpitaux, non. Il n'y a pas ce système dans les hôpitaux. Alors c'est les là. médecins du libéral qui sont contrôlés par la Sécu par rapport à leurs actes. Ouais, enfin, connaissant les labos, à mon avis, ils sont capables d'aller voir les médecins des hôpitaux et de leur dire si vous le faites, je vous donne une enveloppe à la sortie. Hein. Pour moi, eux, c'est pas 7, c'est 14 qui doivent toucher. Mais pas tous les médecins. Il y a des médecins les médecins, on leur a donné le choix. Il y en a qui ont refusé de signer la loi CAPA, et il y en a qui ont accepté de signer l'accord CAPA. Ceux qui n'ont pas accepté, ils touchent rien. Ceux qui ont accepté, ils touchent 7 € par acte. De la Sécu? Je sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais regardé qui payait. Ou de la personne à qui ils prescrivent? Ah non, du gouvernement. Enfin, c'est un accord gouvernemental. Donc, probablement, c'est la Sécu. Je sais pas, mais probablement, oui. Comme il faut savoir que, par exemple, un médecin qui met un patient à un essai thérapeutique pour le cancer peut toucher jusqu'à 7 000 € pour enrôler un patient dans un essai thérapeutique. Je comprends pourquoi un médecin avait prescrit à ma fille, elle avait 16-17 ans, il avait prescrit le Gardasil, le truc du papier. Je lui dis, mais elle est vierge.
Pourquoi? Oui, non, mais vous comprenez, c'est mon devoir de conseil. Oui, alors maintenant c'est bien parce que maintenant comme ça marche de moins en moins, le garde d'asile, on y est bien arrivé, il commence à dire que ça devrait être étendu jusqu'à 23 ans. Alors si à 23 ans les filles sont encore vierges, c'est ratisse large. Même maintenant ils veulent vacciner d'ailleurs aux États-Unis c'est comme ça, ils vaccinent les garçons à partir de 9 ans parce qu'ils prétendent que s'ils font un cunnilingus à leur copine, ils risquent d'attraper le papilloma. Donc c'est bien la première fois qu'on nous dit qu'un cancer se transmet. Non, voilà. Donc en fait, quand on regarde, on nous dit aussi que notre médecine est la meilleure du monde, que tout va bien. Si c'était vrai, on serait de moins en moins malade. Or, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus malade. C'est-à-dire, c'est plus les maladies qu'avaient les gens avant, c'est des maladies chroniques. C'est-à-dire, c'est pas vrai. C'est ce qu'on nous dit. Tous les gens qui sont nés jusqu'en 1938 ont une espérance de vie plus grande. Après 1938, ce qui correspond grosso modo au moment où ils ont fait commencer le vaccin contre la diphtérie, la courbe elle s'inverse. Tous ceux qui sont nés avant 38, oui. Mais les autres, non. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est un mensonge. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous avez la curiosité de regarder dans les dictionnaires, vous verrez qu'il y a, bon, évidemment, il y a que les gens connus dans les dictionnaires, les autres non, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont vécu aussi longtemps que maintenant. Oui. Je parle même pas dans la Bible, parce que... Mais non. Non, mais même dans les tribus, non, mais je vais prêcher un peu pour ça, mais même dans les tribus, où ils n'ont jamais vu un vaccin, il y a des gens, ils ont 80 ans. Ils courent encore dans la forêt. Quoi. Ouais. On vous dit, ouais, les tribus, ils sont décimés, ils meurent jeunes. Et les vieillards aussi. Enfin, nous, en tout cas, c'est certain que les maladies chroniques sont... alors, c'est là où est l'escroquerie, parce que s'ils voulaient vraiment arranger le système et arranger le trou de la Sécu, ils arrêteraient de créer des maladies chroniques comme ça, parce que quand on met bout à bout ce qui se passe entre les vaccins, la malbouffe, etc., c'est vraiment eux qui créent la maladie. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, ils font plus des médicaments pour soigner les maladies, ils créent des maladies pour pouvoir vendre des médicaments. Et d'ailleurs, quand il y a des maladies où ils pourraient trouver des médicaments, ils considèrent que c'est pas forcément rentable pour eux. Hein. Donc ils font surtout des médicaments qui peuvent vendre à grande échelle. Et on voit le développement des maladies cardiovasculaires, des cancers. Enfin, je veux dire, tous, autant qu'on est ici, je suis sûre qu'on connaît tous quelqu'un qui a un cancer ou qui va mourir d'un cancer ou qui est mort d'un cancer. Enfin, je veux dire, les cancers, les maladies neurodégénératives, les AVC, je veux dire, un tiers des gens de moins de 60 ans vont avoir un cancer maintenant. Et une personne en meurt toutes les 3 minutes en France. Un enfant sur 440 va développer un cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. Les chiffres sont terribles. Et on continue à nous dire que tout va bien, quoi. Il y a 18 000 morts par an en France en ce moment, juste en France, avec les maladies iatrogènes. Et 150 000 hospitalisations pour les effets secondaires des médicaments. Donc quand même, c'est comme hier, hein, ce que je disais sur le fioul, quoi. Je veux dire, les chiffres parlent. Il y a un moment où, quand on regarde les chiffres, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Cela dit, c'est vrai qu'on est la première génération, enfin les premières générations à avoir été complètement empoisonnées, soit par les vaccins, soit par la bouffe, etc. On est vraiment des mutants là. On est, je veux dire, on n'arrête pas de faire entre les pesticides, les OGM, maintenant les épandages, enfin je veux dire tout ce qu'on se prend. Un enfant maintenant qui naît a 287 substances nocives à l'intérieur. C'est hallucinant. Donc c'est vrai que... Et il y survit. Hein? Et il y survit. Combien de temps oui, mais il y survit. Oui, il y survit. Mais je veux dire, il faut voir aussi... Enfin, franchement, je sais pas comment ça va se passer, comment les enfants, encore une fois, bon, les enfants qui sont pas vaccinés ont beaucoup moins de problèmes que les autres. En parlant de créer des maladies, est-ce que vous êtes intéressé
à la 5e édition du manuel diagnostic pour les maladies mentales, les DSM-5. Oui, j'en parlais hier. C'est intéressant parce que la dernière qui a été listée, c'est le non-conformisme et la pensée indépendante. Non, mais le non-conformisme, si on peut se faire arrêter pour non-conformisme, on va être nombreux en prison. Hein, mais... Et la recherche de signes prémonitoires de pathologie et de traitement en prévention de... Bah, de toute façon, j'en parle dans le complot, c'est assez intéressant parce que on voit comment, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes qui siègent au DSM, qui siègent, les mêmes experts qui siègent et qui disent bon, qu'est-ce qu'on pourrait diagnostiquer, enfin qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme nouvelle maladie. Donc ils disent voilà, je me gratte, le mec qui est droitier, qui se gratte avec la main gauche, ça peut être une maladie, enfin des trucs vraiment de notre monde hein, quand on lit les trucs. Et après, ils se réunissent entre eux pour savoir, pour proposer au labo ces nouvelles maladies. Et après ils prennent l'argent, enfin les budgets des labos pour aller faire la recherche sur un médicament qui correspond à ça. Et après ils déposent le brevet, ils prennent de l'argent sur les brevets. Donc je veux dire, le truc est complètement court-circuité. Pour les Mais... enfants hyperactifs aussi, ils pensent, en France, là, ça se fait, on me l'a rapporté 2 ou 3 fois, je l'ai pour une madame, hein. Ne vous laissez pas marquer là-dedans, mais si vous vous plaignez au toubib que votre fils ou votre fille est un peu active, il va y avoir hyperactivité, je peux lui prescrire quelque chose. Prozac. Il se prescrit des cachets. Prozac. Moi j'ai la meilleure amie de ma fille, elle a 2 garçons et elle travaille, donc ses enfants sont à la crèche. Ils lui ont dit on pourra pas garder votre fils aîné parce qu'il est hyperactif. Donc il faut le mettre sous traitement 3 ans. C'est-à-dire que maintenant, un enfant qui bouge normalement, il est hyperactif et donc il faut le mettre sous Prozac. Sous Ritaline, amphétaminique, là. Comment? La Ritaline, qui est Oui. un produit qui Ouais. amphétaminique. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, il y a aussi des vaccins qui sont fabriqués sur des cellules non humaines, c'est-à-dire sur des cellules de singes, sur des trucs, des insectes, enfin des trucs. Donc là non plus, on ne sait pas ce que ça va donner parce que il y a franchissement de la barrière des espèces qui n'arrive jamais dans la nature. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire on est vraiment des cobayes. Voilà, on fait des trucs sur nous, on verra peut-être dans 2 ou 3 générations ce que ça donne. Mais bon, en attendant, enfin, je veux dire, c'est le président de Merck qui avait dit il y a 20 ans ou 25 ans, il avait dit c'est bête qu'on puisse vendre des médicaments qu'aux gens qui sont malades. Si on pouvait les vendre aux gens bien portants, là, on ferait vraiment un jackpot. Donc maintenant, on a compris pourquoi il nous fourgue des vaccins. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on vend aux gens bien portants? La prévention et les vaccins. Donc, et les labos, en fait, les vaccins, ça leur laisse 98% de bénéfices. Et la recherche, c'est pas spécialement... Enfin, normalement, ça dure 5 ou 6 ans, un développement de vaccins. Là, ils nous les développent. D'ailleurs, il y a à peu près 300 vaccins qui sont dans les pipelines. Dont un truc qui est très marrant, il y a un vaccin, ils sont en train d'essayer de mettre au point un vaccin contre les effets secondaires des vaccins. Que par ailleurs ils nient, parce que quand quelqu'un dit j'ai un effet secondaire grave dû à l'hépatite B, autant on leur dit c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pas vrai, vous pouvez pas prouver la relation de cause à effet. Donc voilà, tu parlais tout à l'heure des mammographies. C'est pareil, tous les 2 ans, ils envoient aux femmes de plus de 50 ans ou 55 ans, je sais pas, un bon gratuit pour une mammographie. Il y a un bouquin, il y a un des plus grands cancérologues américains qui s'appelle Samuel Epstein, qui a écrit un bouquin de 700 pages où il explique, parce qu'au début, il était pour les mammos, il s'est rendu compte, chaque mammographie, c'est 8 ans de moins d'espérance sans cancer. Donc les femmes qui font des mammographies tous les ans ou tous les 2 ans, c'est totalement cancérigène. Pas que les rayons, hein. C'est le fait que ça écrase. En fait, on est tous porteurs de cellules cancéreuses qui développeront probablement jamais, enfin, je l'espère, jamais de cancer. Enfin, je veux dire, il y a des gens dont les cellules qui portent des cellules cancéreuses qui s'en vont d'elles-mêmes, qui dégénèrent jamais en cancer. Si vous faites une mammographie comme ils écrasent les tissus, ça permet aux cellules de se répandre plus vite. Donc nos mammographies
Mais voilà, après ils nous demandent où est le trou de la Sécu, mais s'ils arrêtaient les campagnes de vaccination qui nous plombent et les mammographies qui rendent les gens cancéreux, peut-être pareil pour effectivement tous les mecs qui sont diagnostiqués cancer de la prostate. Faut faire très attention parce que c'est la nouvelle vache à lait des cliniques, les cancers de la prostate. Il y a plein de gens qui ont un taux de PSA qui sont, enfin je veux dire, qui dégénéreraient pas non plus en cancer de la prostate et qu'on opère. C'est-à-dire qu'après, avec les biopsies, les traitements lourds, etc., quand ils vous disent que les gens qui prennent des médecines naturelles, enfin qui prescrivent des médecines naturelles, les 3/4 du temps, on leur dit vous êtes des criminels, vous vous rendez compte. Mais en fait, les pourcentages de gens qui réchappent à une chimiothérapie au-delà de 5 ans, c'est 2,2%. C'est que dalle, quoi. Tu voulais parler ? Oui, pour rebondir au cancer de la prostate, je vais vous donner une information qui a été vérifiée par des docteurs et au dernier colloque que j'étais la semaine dernière sur Toulouse. Ils se sont rendus compte que pour faire baisser le taux de PSA de n'importe quelle personne qui est soi-disant précancéreuse à la prostate, vous prenez du Flagyl, c'est un antibiotique qui est une famille particulière, je ne sais pas quoi. Et mesdames, vous devez le connaître parce que c'est souvent aussi pour des infections urinaires. Donc on trouve ça en ovule pour les dames. Et bien, messieurs, vous mettez ça comme suppositoire et en 3 ou 4 fois sur une semaine, vous allez voir votre PSA qui va revenir à la normale. C'est dixit Jean-Pierre Gaucher, Jean-Yves Gaucher de Toulouse, là, au dernier colloque des médecins auquel j'ai assisté, des vétérinaires. Et c'est quelque chose qui a été essayé par ces gens-là et ça marche. C'est quelque chose qu'il faut faire savoir. Vous êtes sur Internet, il commence à y avoir quelques articles là-dessus. Alors, ils ne s'expliquent pas du tout pourquoi l'antibiotique de cette famille du Flagyl peut vraiment aider dans le rétablissement des taux de ces PSA. Voilà. Je sais que le professeur Joyeux, il préconise aussi un traitement qui est que naturel. Et enfin, nous, notre beau-père, il a pris et ça a tout réglé. Parfait. Vous voyez, il faut vraiment ne pas se laisser embarquer dans ces campagnes d'utilisation et d'un truc parce qu'il y a des solutions qui marchent. Et enfin, moi, je vois, là où j'ai eu des cours récemment, l'examen pour vérifier la prostate, en fait, accélère les risques de cancer. Oui, comme pour la mammographie. Donc les médecins, entre eux, ils savent très bien qu'il ne faut pas le faire, quoi. Donc Claire, voilà, merci, parce que je voulais t'en parler, j'avais complètement oublié. Voilà. Le Flagyl a été essayé par des vétos et des gens de certain âge, 60 ans, qui pourraient avoir... Non, mais c'est hallucinant. Moi, je m'occupe beaucoup des petites qui ont... Enfin, parce que j'ai été vraiment à la pointe de la dénonciation du garde d'asile. Donc, je suis la marraine de l'association de ces petites et quand elles ont un problème, elles m'appellent. Mais je le disais, je le racontais tout à l'heure. Il y a une petite qui a 18 ans, elle était à l'hôpital de Reims entre Noël et le jour de l'an. Elle m'a appelé un soir à 10h en larmes, en me disant je veux pas mourir, j'ai 18 ans. En fait, les médecins lui disaient que ils avaient diagnostiqué un cancer et ils allaient la voir tous les soirs quand sa mère était partie à 9h30 pour lui dire si tu n'acceptes pas la chimio, tu vas mourir. C'est intéressant quand on a 18 ans. Et en fait, je lui ai envoyé voir un médecin qui soigne par médecine quantique. Il l'a vu 3 fois et il lui a complètement déprogrammé le truc et elle a plus rien. Maintenant, elle est venue rejoindre son petit ami à Paris. Elle a trouvé un travail, elle repasse son permis de conduire et elle a repris ses études. Enfin, donc cette nana, si elle était partie en chimio lourde. Donc c'est quand même atroce, quoi. Je veux dire, qui regarde pas. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que moi j'en veux beaucoup pas à tous les médecins, encore une fois, mais c'est vrai que j'en veux beaucoup aux médecins et aux journalistes parce que ma concierge ne soit pas au courant et qu'elle s'en foute, je comprends. Mais quand on a fait le serment d'Hippocrate, qu'on a fait des études pour soigner les gens, on peut pas se dire je plante une aiguille dans le bras d'un enfant, et je veux même pas savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. On m'a appris que c'était bon, donc je le fais. Allez à Jacques Taillès, c'est pas possible, quoi. C'est comme les journalistes qui ont choisi un métier qui est d'informer et qui se contentent de lire les dépêches AFP qu'on leur donne et qui se rendent même pas compte de la désinformation qu'ils envoient, quoi. Alors cela dit, pourquoi on en est arrivé là? Parce que en fait c'est un système totalement mafieux, parce que on se rend compte que déjà quand on prend la santé, le lobbying c'est 2,5 fois le budget de la recherche. Donc on a compris où va l'argent des labos et quel est leur intérêt, hein.
Donc, et pourquoi ils trouvent pas des trucs pour les maladies qui nous intéressent? Et ils dépensent, ça c'est les chiffres de 2009. En 2009, ils avaient réparti 57 milliards de dollars sur les médecins, sur les grands pontes qui influençaient les médecins prescripteurs. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient influencer, voilà, les médecins qui pouvaient se dire ah bah oui tiens le professeur Joyeux a dit ou le professeur machin a dit, donc ils se posent pas la question, ils prescrivent 57 milliards de dollars, c'est pas rien. Hein. Donc c'est vrai que alors aussi le système est comme ça, c'est-à-dire que l'AFSAP, qui maintenant s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament, je sais plus. En fait, l'AFSAP, elle est financée à 83% par les labos. Déjà, je veux dire, ça enlève les trois quarts des experts qui sont à l'AFSAP sont des conflits d'intérêts. Bon, ça c'est facile à voir. Hein. Si un jour vous voulez voir, vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé et vous regardez déclaration d'intérêt. Normalement, tout médecin qui vient parler à la télé ou qui vient parler dans un média ou qui fait quelque chose de public doit faire une déclaration d'intérêt et ça doit être public. Donc quand il n'a pas fait une déclaration d'intérêt, c'est bizarre. Et quand il l'a faite, des fois c'est vachement intéressant. On voit, moi je me suis fait allumer sur Facebook il y a quelque temps par un médecin qui s'appelle Valencien, qui m'a écrit Madame, vous êtes une criminelle de répandre ce que vous répandez sur les vaccins. Et avec toutes les preuves qu'on a que le Gardasil est extraordinaire. J'ai dit, écoutez, je suis pas têtu, si vous avez des preuves, envoyez-les-moi. Et il m'a dit, vous n'avez qu'à regarder le site de la Haute Autorité de Santé. Je dis ok, mais à part le catéchisme, vous n'avez pas une petite étude qui prouve que ce qu'ils disent est vrai? Et donc du coup, il est allé regarder sur mon nom, il a dû voir ce que je faisais. Mais moi, je suis allée voir sur son nom. Et en fait, ce mec, depuis qu'il est sorti de l'école, il touche, mais il est dans tous les organismes, la commission de transparence, la Haute Autorité de Santé, la commission de l'AMM, je veux dire, il touche de partout. Il avait 5 conflits d'intérêts sur les vaccins. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple le Gardasil, ce qui a fait foi pour autoriser le Gardasil, c'est l'étude EDIT. Et l'étude EDIT, en France, on voit l'étude, mais on voit pas qui a signé l'étude. Quand on regarde sur le site de la Center for, le site américain, là-bas, ils sont obligés de mettre les signatures. On regarde les 5 signatures, je suis allée voir, les 5 sont des gens qui travaillaient pour Sanofi Pasteur. Donc voilà quoi. Pendant la grippe H1N1, le conseiller de Bachelot, c'était un monsieur qui s'appelle Bruno Lina, qui est au CHU de Lyon. Et Bruno Lina disait, moi, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et Bachelot a été attaqué là-dessus. Elle a dit, oui, mais c'est normal, on prend les meilleurs, et les meilleurs travaillent forcément pour les labos, etc. Mais ça l'empêche pas d'être intègre. Donc il disait effectivement qu'il ne touchait rien des labos, ce qui est vrai. Mais il a une société de loi 1901, dont tout le monde sait. Et sa société de loi 1901 touchait des 5 labos fabricants du vaccin du H1N1, et le directeur le président de son association, c'était le directeur du marketing de Sanofi Pasteur. Donc, voilà. Tout est comme ça quand on regarde, hein. Il suffit juste d'aller chercher, Pierre Hillard dit ça, il dit il n'y a rien de secret, il suffit juste d'aller enquêter, mais c'est vrai. Je veux dire, alors, c'est vrai que il y a aussi des experts qui sont de bonne foi. Hein. Il y a le professeur Even, il m'a raconté que il y a longtemps, il y a peut-être 30 ans, on l'avait appelé pour faire partie de l'AFSAPS. Il y est allé, il est parti au bout de 2 mois. Il a dit je pouvais rien faire parce que ceux qui sont de bonne foi, ils n'ont pour statuer si un médicament est bon pour nous ou pas que les données du labo. Il n'y a pas de contre-expertise. Il est bien évident que le labo va pas arriver en disant voilà, j'ai un truc complètement pourri là, ce que je pourrais avoir. Donc toutes les études sont forcément truquées et bonnes. Donc les experts qui sont pas pourris, soit ils y restent pas, soit ils savent qu'ils peuvent rien faire. Et d'ailleurs au moment du comment ça s'appelle, le dernier scandale qu'il y a eu là, le Mediator. Ils nous ont dit plus jamais ça, on va faire une commission d'enquête pour que ça ne se reproduise plus. Ils ont justement confié la commission d'enquête à Even et au professeur Debré.
Ils ont fait tout un rapport et finalement du rapport ils ont gardé qu'une chose, ils ont gardé toute la corruption, il n'y a rien qui a changé. Par contre ils ont changé le nom de l'AFSAPS parce que c'était un peu entaché, donc maintenant ils l'ont appelé la NSM, l'Agence nationale pour la sécurité du médicament. Voilà, c'est la seule chose qui a changé. Alors évidemment on voit bien comment ça se passe parce que quand on enquête justement depuis le début, on se demande pourquoi c'est comme ça. Mais en fait, ça date d'après la Deuxième Guerre mondiale, en gros. C'est au moment où, d'un côté de l'Atlantique, il y avait Rockefeller, le père Rockefeller qui était à lui tout seul quand même extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il achetait il achetait des gallons de pétrole qu'il mettait dans des petites fioles et il vendait ça sous le nom de New Oil. Et il disait aux gens que c'était bon pour le cancer, bon pour l'incontinence, bon pour l'impuissance. Donc il s'est fait des redoudous or avec ça. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, il a acheté la compagnie de pétrole, la Standard Oil, et après il s'est rendu compte juste avant la Deuxième Guerre mondiale il avait un concurrent de l'autre côté de l'Atlantique qui s'appelait IG Farben. Et IG Farben, il y avait un IG Farben Auschwitz. Et donc c'est là où il y a eu, donc quand ils vous disent après-guerre que il y a eu tout un tas d'avancées scientifiques et tout, en fait c'est après la guerre, les gens d'IG Farben ont été mis en prison au moment de Nuremberg. En fait le patron d'IG Farben s'appelait Thierry Vermeer, d'IG Farben Auschwitz, qui faisait des expériences sur les gens avec le docteur Mengele, etc. C'est lui. Il a été mis en prison, il a pris 4 ans. Il est resté 2 ans et son pote Rockefeller l'a récupéré parce qu'ils avaient fait du super business ensemble. Ils vendaient du pétrole aux Alliés, ils vendaient du pétrole aux nazis. Donc je pense qu'ils ont pris goût à la mondialisation, quoi. Ils se sont dit, c'est quand même plus drôle de vendre un peu partout dans le monde que... Et donc ils se sont dit, probablement, bon, on a foiré notre coup... puisque le régime nazi était flingué, et ils se sont dit, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut contrôler le monde, contrôler les gens, c'est la nourriture, premièrement, et qu'est-ce qui fait que les gens paniquent et sont dociles, c'est la santé. Donc le fameux tir vers... Alors d'abord, c'est eux qui ont mis en place toutes les institutions. C'est-à-dire qu'ils ont dû se dire que c'était trop compliqué chaque fois qu'ils avaient un truc à vendre de faire le tour de tous les pays et de demander autorisation pays par pays, etc. Donc Rockefeller a donné un terrain, ils se sont entendus, ils ont monté l'ONU. Et donc après la guerre, ça parlait vachement, plus jamais de guerre. D'ailleurs, c'est ce qui nous serve pour l'Europe. Dès qu'on n'est pas content de l'Europe, ils nous disent ça a quand même fait qu'on n'a plus de guerre depuis 50 ans. Enfin, c'est pas vraiment, c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais bon, donc à l'époque, ils ont monté l'ONU en disant comme ça, tout le monde va vivre en paix, etc. Évidemment, tout le monde était d'accord. Après, ils ont dit oui, mais ce serait bien que tout le monde ait le droit d'avoir les médicaments, etc. Donc, ils ont monté l'OMS, qui était soi-disant une organisation mondiale, pour que tout le monde ait accès aux médicaments. L'organisation de la santé. Après, ils ont monté l'OMC pour qu'il y ait la libre circulation des trucs. Et après, ils ont monté un truc qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui fait que tout ce qu'on met dans notre bouche maintenant, que ce soit des médicaments ou que ce soit de la nourriture, doit être référencé Codex. Si c'est pas référencé Codex, c'est interdit. Par exemple, les semences, ils les ont toutes dans leur coffre-fort, ils ont récupéré les séquences ADN dans leur coffre-fort en Alaska, mais si une semence n'est pas référencée Codex, normalement on n'a pas le droit de la vendre. C'est pour ça que Cocopelli part dans des galères chaque fois. Et donc, qui on trouve qui a monté le fameux Codex Alimentarius? Thierry Vermeer, qui était le patron d'IG Farben Auschwitz. Donc on voit un peu comment ils ont fait... et après, comment ils ont monté l'Union européenne, etc. Comment, au travers de leur fondation, ils ont sponsorisé les universités de façon à ce que le message passe justement et que les médecins deviennent des prescripteurs et plus du tout des gens qui savaient faire des diagnostics. Après, ils ont mis la main sur les journaux, sur les médias. Et
Et après sur les politiques, c'est-à-dire que c'est eux qui financent. Quand on regarde les budgets qu'ils donnent aux campagnes électorales, on comprend pourquoi les politiques sont d'accord avec eux, quoi. Plus tous les cadeaux qu'ils font aux experts, aux journalistes, les week-ends. C'est jamais des week-ends à Berck-sur-Plage, hein, c'est toujours des trucs à Tahiti. Enfin, donc voilà. Et en fait, ça a été surtout l'alliance. Enfin, ce qui nous a vraiment rendu vraiment, enfin qui a été vraiment horrible pour nous, c'est l'alliance de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique et l'alliance du cartel de la chimie. C'est-à-dire que comme ils avaient beaucoup de résidus de pétrole et que ça leur coûtait très cher pour essayer de les traiter, ils ont commencé à dire que en fait les médicaments, ça devait pas être, d'abord les plantes étaient pas brevetables. Parce que je veux dire, les orties, etc., la prêle, tout le monde en a dans ses jardins. Donc, ils pouvaient pas avoir d'exclusivité. Donc, ils ont commencé à fabriquer des médicaments avec des résidus de pétrole. Ce qui fait que d'un côté, ils avaient plus à traiter les déchets et en plus, ils les revendaient dans les médicaments. Et en plus, les molécules qu'ils trouvaient étaient brevetables. Ce qui n'est pas le cas des plantes, etc. C'est pour ça qu'ils sont contre toutes les médecines à base de plantes parce qu'ils peuvent pas les contrôler. Alors que là, ils contrôlent leurs molécules, ils ont un brevet de 30 ans. Entre parenthèses, s'ils font des essais sur les enfants, c'est 1 milliard de plus et 10 ans de plus de brevets. C'est pour ça que bon, nos enfants, par exemple, sur les chimios, c'est horrible. Je veux dire, parce que ça leur permet à eux de générer un pactole. C'est ce qui fait que, par exemple, le docteur de l'Épine, je sais pas, dont vous avez dû entendre parler, vous avez entendu l'histoire du docteur de l'Épine ou pas? Non? Le docteur de l'Épine était chef du service d'oncologie pédiatrique à Garches et elle récupérait tous les enfants, tous les enfants dont les parents étaient au courant du service et en fait c'était souvent des enfants qu'on renvoyait chez eux ou en soins palliatifs en disant qu'ils étaient foutus et elle les récupérait, elle avait 75% d'enfants qu'elle sauvait. Avec des molécules elle n'était pas contre la chimio, mais elle était contre les essais thérapeutiques, c'est-à-dire qu'elle se servait des molécules de chimio qui avaient 30 ans, et en plus elle appliquait pas les protocoles des labos à tout le monde, le même protocole, elle regardait l'état du système immunitaire de l'enfant, etc., et elle adaptait le traitement à chaque enfant. Et elle était joignable nuit et jour, et moi j'ai vu tous les parents, parce que je suis allée la défendre beaucoup, et les parents lui vouaient une adoration sans borne, parce que elle était au chevet de leur enfant nuit et jour, ils pouvaient l'appeler quand ils voulaient, etc. Et ben ils lui ont fait fermer son service parce qu'elle refusait de mettre les enfants en essais thérapeutiques. Mais les essais thérapeutiques, ça veut dire justement que si les labos arrivent à avoir des essais thérapeutiques sur les enfants, ça veut dire qu'ils ont 10 ans de plus, que leurs molécules, enfin non. Et ils ont réussi à lui fermer son service. Et ils ont fermé le service en février. Il y a déjà 8 enfants sur 17 qui sont morts. C'est vous dire comment on peut faire confiance à nos gouvernants. Et des essais thérapeutiques payés par la sécurité sociale. Oui, bien évidemment. Ouais. Des sommes énormes. Ouais. Plus que les traitements avérés efficaces. Ah oui. C'est parti d'une liste qu'ils appellent ça la liste census. Ils ont créé une liste à la sécurité sociale, ça s'appelle la census. Non mais c'est horrible en plus quand on a un enfant, je veux dire de 5 ans, 6 ans qui a le cancer et qu'on se dit que il y a des molécules qui peuvent éventuellement le sauver 80% ou 75% certes, mais c'est déjà ça quoi, c'est un espoir et qu'on l'empêche de le faire, c'est et moi je veux dire on a essayé d'aller voir Touraine et tout au ministère de la Santé, elle l'a même pas reçu, elle l'a laissé sur le trottoir quoi. Une femme qui sauve nos mômes et qui était enfin bref, voilà. Non, mais pire, si mes souvenirs sont bons à propos du docteur de l'Épine, c'est qu'elle refusait le protocole actuel selon les recommandations de la haute autorité. Oui, c'est ça. Par rapport à des molécules nouvelles, il y a l'utilisation oui. de molécules qui étaient très efficaces. C'est ça. Qui sont tombées dans le domaine. Oui, c'est ce que je vous dis. Je trouve que ça rejoint un petit peu parce que certes il y a des médecins qui jouent le jeu, mais il y a des médecins qui sont pris en étau entre les soi-disant recommandations de la haute autorité de santé, avec tous les conflits d'intérêts bien sûr, et puis leur savoir-faire ou leur bonne conscience
Et si tu n'appliques pas Les protocoles, oui. Et les protocoles, ben, tu peux être poursuivi. Ah, mais moi, j'en connais plein. Enfin, je veux dire, il y en a un de Bordeaux, Moulinier, dont tout le monde a entendu parler. On a fait éclater le truc et tout. Mais lui, c'est extraordinaire. Lui, c'est pareil, hein, il se sert de la chimio, etc. Mais pas que de ça. Il l'associe à des médecines nouvelles, enfin, naturelles, etc. Et ben, il a été convoqué devant le Conseil de l'Ordre, on y est allé avec Sylvie Simon et tout. Alors lui, c'est extraordinaire, parce qu'ils lui ont dit, monsieur, vous êtes un danger pour vos patients. Il y avait 650 personnes qui s'étaient déplacées en bus de Bordeaux pour venir le soutenir. Des familles et des gens qu'il avait soignés et guéris. Et ils lui ont dit, ouais, vous avez guéri les gens, mais pas avec les molécules qu'on prescrit. Quand vous êtes malade, excusez-moi, hein, mais... Eh ben, vous savez quelle a été la sentence ? C'est génial, ils lui ont donné 1 an d'interdiction d'exercer uniquement sur les gens qui faisaient partie, enfin qui avaient la Sécu. C'est-à-dire qu'il était soi-disant un danger pour les gens, mais il pouvait soigner tous ceux qui n'étaient pas à la Sécu. Donc c'est géant comme. Mais tous ces gens-là ouvrent des cabinets. Tous ces gens-là ont des cabinets en Espagne. Hein. Oui, mais en France, on ne peut pas. Mais Crussol qui soigne par les injections de vitamine C. Il a son cabinet à Bilbao. Ils sont tous partis de l'autre côté. Parce qu'ici, ils sont poursuivis, harcelés. L'exemple de Fabius. Il était ministre de la Santé, maintenant il est ministre des Affaires étrangères, mais il est toujours au gouvernement. Ah oui, bah c'est normal. Hein, ce sont de bons soldats pour le système. Hein. Enfin, moi, je me demande, par exemple, quand on est une femme comme Marisol Touraine et que on sait que, par exemple, elle le sait là, qu'il y a 8 enfants qui sont morts sur les 17. Comment on peut vivre, quoi ? Comment on peut se coucher le soir Ouais. Oh, si, mais je pense qu'ils sont bien. C'est comme Christine Lagarde qui est restée 1 mois au ministère de l'Agriculture, 1 mois de mai à juin, du 17 mai genre au 17 juin 2009. Et pendant ce laps de temps, en 1 mois, elle a fait passer une loi qui autorise les OGM à avoir les produits bio à contenir 0,% d'OGM. Alors évidemment, quand on regarde, on s'aperçoit qu'elle a travaillé avant dans le cabinet qui avait comme client Monsanto, quoi. Donc ah ouais, je l'ai rencontré. Ouais, je l'ai rencontré. Lui, il tient tête à Monsanto, il a gagné. Un Français, hein. Mais ouais, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes hein, avec Monsanto. Et donc tous ces gens-là, ben j'en parlais hier. Hein, finalement, on sait où se passe le prochain problème quand on voit leur nom apparaître quelque part. Monsanto, effectivement, maintenant ils sont en train de racheter, enfin ils viennent de racheter une société, la première société de climatologie américaine. Donc et ils ont breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc on a bien compris qu'ils se déplacent en même temps que les épandages, quoi. On sait où va être la prochaine arnaque. Et d'ailleurs, derrière tous les gens qui sont soi-disant contre le réchauffement climatique, etc., et qui soi-disant veulent arriver à un accord, on retrouve Syngenta, on retrouve BASF. Tous ces gens-là sont BASF, Bayer, etc., sont des sociétés qui ont été éclatées d'IG Farben. C'est-à-dire que quand IG Farben, dont je parlais tout à l'heure, quand ils ont eu le procès de Nuremberg, on leur a dissous on leur a démantibulé leur société et c'est devenu Bayer, c'est devenu Sanofi au bout d'un moment, c'est devenu Syngenta, c'est devenu BASF. Donc c'est les mêmes en fait qu'on retrouve. Alors effectivement, on peut être complotiste et dire qu'il y a des nazis partout. C'est pas le but, mais enfin c'est quand même les mêmes mecs qui sont derrière tous les coups fourrés, quoi. Oui aussi, mais c'est aussi la chimie.
Et ce sont les mêmes, par exemple, qui ont fait le coffre-fort en Islande, dont je parlais tout à l'heure, où ils ont toutes les séquences ADN de toutes les semences qui piquent un peu partout en Afrique, machin, etc. C'est-à-dire, quand ils arrivent avec les OGM, ils prennent les semences de chaque pays, ils gardent les séquences ADN, et nous, on n'a que les 30 semences ou 40 semences qu'ils autorisent. C'est-à-dire que si demain, par exemple, et là, leur truc, c'est les semences qui résistent à l'aluminium. C'est-à-dire que si demain, vraiment, ils nous plombent avec leurs épandages et que plus rien ne pousse sauf leurs semences résistantes à l'aluminium, on n'a plus d'alternative que de bouffer leurs OGM. Parce que les seuls qui ont les séquences, c'est Ecocopelli, qui en sauvent une partie, mais elles vont pas pousser dans la terre qui est pleine d'aluminium. Alors oui, effectivement, on est des complotistes, mais en fait, ces gens-là, on les retrouve aussi dans les sociétés secrètes, enfin, qui sont plus vraiment secrètes, mais qui vraiment nous dirigent. C'est-à-dire que c'est le Bilderberg, c'est la Trilatérale, c'est en France le Siècle, Conseil for Foreign Office, enfin, toutes ces sociétés-là, et on retrouve exactement les mêmes gens, c'est-à-dire les trois, Trilatéral, Bilderberg et CFR, ont été créés par les Rockefeller. On retrouve les mêmes gens qui sont le prince Bernhard du Pays-Bas, qui aussi a fondé BASF et qui aussi ont fondé les sociétés qui étaient à l'origine du protocole de Kyoto. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les mêmes mecs qu'on retrouve partout, quoi. Et on sait bien ces gens-là font des déclarations eugénistes complètement, enfin, je veux dire, pas du tout cachées, quoi. Bill Gates, dont je parlais tout à l'heure, je veux dire, Bill Gates, c'est extraordinaire parce que je veux dire, il prend, il a une société, enfin, il prend par exemple de l'argent de ses sociétés, il en fait don à sa fondation. Déjà, c'est exempt d'impôts. Ensuite, avec cet argent, il achète 7 millions de vaccins pour aller plomber les petits Africains. Mais les vaccins, il est actionnaire des compagnies pharmaceutiques, donc c'est jackpot des deux côtés. Et en plus, c'est un effarouche partisan du fait que l'humanité, il y a trop de monde et qu'il faut en supprimer au moins les 2/3. Il y a une cassette il y a une vidéo que je vous invite vraiment à aller voir, parce qu'il dit vraiment en face que même avec les vaccins, on pourra éradiquer que 10 à 15% de la population mondiale. Faut le voir, il le dit face caméra. Je veux dire, c'est pas. Donc enfin, à force que ces gens-là le répètent, faudrait peut-être un jour se rendre compte que c'est énorme, mais que c'est vrai, quoi. Après, bon. Comment? Sur 6 milliards qu'il y a maintenant, 15%. Non, 6, Ah non, non. 6,5 voilà. Non. 500 millions par ici. Non, ils veulent qu'il reste 500 millions. Voilà, qui reste, donc on a levé 6,5. Donc c'est pas enlever 16%. Hein. Mais quand on regarde, enfin je veux dire, moi j'en ai listé quelques-uns dans mes bouquins, mais quand on regarde, ils le disent ouvertement. Hein. C'est-à-dire, ils l'ont marqué sur les fameuses guidestones, là, les pierres dont je parlais hier, mais ils le disent. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs, plein de déclarations où ils le disent. Et bon, ils le disent, mais aussi ils le font, parce qu'on s'aperçoit que dans tous les domaines, ils sont quand même bien en train. C'est marrant qu'il n'y ait aucun truc qu'ils inventent qui soit bon pour nous, quoi. Parce qu'à force de nous envoyer de l'aluminium, du barium, du strontium, des bactéries, je sais comment on va s'en sortir. Si en plus les systèmes immunitaires marchent pas, si les gens deviennent, je dirais, je crois qu'il est vraiment temps que. Mais ils sont aussi victimes de tout ça, non? Des épandages, Non, parce que premièrement, eux, alors il y a deux trucs. Premièrement, ils ont des moyens de chélation qu'on n'a pas. Enfin, il y a plein de traitements contre le cancer, hein, mais ils sont interdits en France. Donc en France, si vous dites maintenant, il faut presque avoir peur d'aller dans un hôpital, parce que si vous allez à l'hôpital et que vous dites j'ai un cancer, immédiatement c'est chimio à donf et chimio avec les molécules, les protocoles des labos. Mais eux, ils rentrent pas dans ces protocoles-là.
Et deuxièmement, je le disais hier, je pense qu'ils sont, pour certaines choses, je pense qu'ils sont complètement convaincus que bon, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, oui, ça va plomber ça, mais on va trouver une autre molécule qui va, enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont pour le transhumanisme, qui sont pour, ils sont convaincus. Et entre eux, enfin, je veux dire, j'ai pas de preuve de ça, mais j'ai entendu des choses sur la façon dont étaient élevés leurs enfants, etc. Je veux dire, c'est assez, on le ferait pas à nos propres gosses, quoi. Mais c'est sûr qu'ils ont des moyens de se protéger qu'on n'a pas. À notre disposition. Il y a des moyens de qualité, l'aluminium? Comment? Il y a des moyens de supprimer. Non, mais pas forcément l'aluminium, mais oui, certainement. Je veux dire, enlever les métaux lourds, il y a plein de méthodes. Mais c'est surtout que si, pour ne pas, enfin, il y a des moyens de soigner les cancers. Il y a des moyens. J'en parlais hier. Il y a un médecin qui a travaillé avec le docteur Gernès pendant des années qui m'a expliqué qu'on pouvait, suffisait que là, par exemple, le corps humain jusqu'à le temps qu'il se formait se servait servait de l'hormone de croissance. Une fois que le corps est formé, il se sert plus jamais de l'hormone de croissance. Sauf quand vous avez des cellules cancéreuses qui se remettent à se nourrir sur l'hormone de croissance. Il suffit d'irradier le point dans l'antéhypophyse qui correspond à l'hormone de croissance et les cellules bouffent plus. Donc aucun cancer ne se développerait. Mais c'est pas autorisé. Pour nous. Les méthodes, pourquoi toutes les méthodes qui marchent, les injections de Quinton sont pas autorisées, enfin c'est dans un autre domaine, les injections de vitamine C à haute dose sont pas autorisées, je veux dire tout ce qui peut vraiment soigner les gens de façon naturelle n'est pas autorisé, il faut peut-être se demander pourquoi à un moment donné. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je rebondissais sur ce que tu viens de dire, et c'est quand même par rapport à la chelation de l'aluminium et tout ça. Là. Suite à la mémoire de l'eau, de Bendix, Ouais. tout ça, il y a des gens qui sont penchés là-dessus et qui ont retrouvé une technique qui était faite depuis des siècles qui s'appelle l'isothérapie. Oui. Et l'isothérapie, en fait, c'est de faire un médicament avec sa propre substance. C'est un médicament homéopathique avec ce qu'on croyait qui n'est pas tolérant. Alors, c'est non tolérant en France, sauf en cas de cancer, si vous êtes intolérant à la molécule qui est en train de vous empoisonner. Alors là, votre médecin va vous prescrire un isothérapique par laboratoire qui va payer tout ça. Vous prenez cet isothérapique et comme par magie, vous devenez tolérant à la substance qui vous empoisonne. Et là, ils peuvent continuer à vous remettre au niveau. Aujourd'hui, ça commence à se savoir, dans les milieux médicaux, c'est pour vous de le faire savoir aussi. Il y a tous ces polluants majeurs qui existent, mais il y a des antidotes. Et qui ne sont pas diffusés. Il y en a deux, c'est l'isothérapie et l'auto-hémothérapie. Ça sera notre. C'est pour dire aux gens aussi qu'il existe des choses qui sont. Oui, absolument. Cachées, mais il y en a des moyens de. Et ça reprend les travaux de Ernest qui parlait, quand on est petit, on a toute une phase qui est la reconnaissance-tolérance, et dont le but c'est de refaire connaître au corps quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Il prend comme un poison majeur, il va faire la guerre à ça, et donc l'idée c'est de refaire reconnaître la substance comme faisant partie de l'organisme. Et donc là, il n'y a plus du tout de rejet. Mais ces deux techniques en France sont décriées. Les gens qui promeuvent ça sont pourchassés, poursuivis. Et tout ça, c'est en train de changer. Non, puis on voit bien quand même qu'il y a un plan. Parce que, par exemple, pourquoi ils ont choisi les micro-ondes? Ils pouvaient nous faire des téléphones portables et des trucs qui n'étaient pas forcément sur les mêmes fréquences, sur les micro-ondes qui sont nocifs pour nous et qui sont les mêmes dans le même spectre que notre cerveau, qui influent sur notre cerveau. Ils n'étaient pas obligés. Pourquoi ils mettent des pesticides en sachant très bien que ça rend les mecs stériles, enfin les gens stériles? Pourquoi, voilà. Donc il y a quand même une volonté quand on regarde, c'est que si c'était un accident, il y aurait un problème, mais là il y en aurait pas. Oui, là, ce serait bon. Là, quand on regarde, il y a un problème partout. Donc, il y a un moment où il faut quand même se dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que bon, on est empoisonné par l'anneau. Par exemple, les additifs alimentaires. Quand on regarde la liste des additifs alimentaires, c'est hallucinant. Faut regarder, hein.
Il y a des listes sur Internet où on trouve, dans la Haute Autorité de Santé, etc., il y a les listes des additifs alimentaires avec leur composition et ce qu'ils peuvent déclencher. C'est-à-dire que toute la liste, il y a cancérigène, machin, hyperactif. Mais vous, demain, je sais pas si vous faites un dîner à la maison et sans le faire exprès, le lendemain, ou dans la nuit, il y a 4 personnes qui sont venues chez vous, qui sont malades, qui vont à l'hôpital et qui déclenchent une allergie ou une intoxication alimentaire. Et les flics vont venir chez vous et s'il y en a un qui meurt, vous allez avoir homicide involontaire. Là, il y a marqué dans la liste ce que ça fait de mal, mais c'est quand même en vente. C'est dingue. Il y a des additifs qui sont... quand il y a eu le problème, là, il y a eu un moment donné chez Ikea, il y a eu des tartes où ils ont trouvé des excréments humains. Donc au début, j'ai rigolé, j'ai dit ouais, c'est un mec qui est allé aux toilettes, qui s'est pas lavé les mains et il a dû touiller la pâte. Puis après, je vois qu'il y avait 7000 tartes. Je me dis, putain, 7000 tartes, ça peut pas être un mec, quoi. Donc j'ai regardé toute la liste des additifs. Et ce qu'il y avait, il y en a 5 qui sont à base de bactéries coliformes, c'est-à-dire qui récoltent dans les excréments humains. Est-ce que c'est normal? Alors là, il y en a, je veux dire, à base de pétrole, il y en a à base d'urée. Il y a aussi une compagnie qui vient d'être cotée en bourse aux États-Unis il y a 2 ans, et qui est faite, ils récupèrent les fœtus de femmes qui avortent pour se servir des cellules de rein, pour faire je ne sais plus quel colorant. Non, mais pourquoi on nous le dit pas, ça? Je veux dire, le Nuremberg, ça a soi-disant servi à ça. On doit avoir notre consentement éclairé pour tout ce qu'on fait. Mais dans la bouffe, faut voir ce qu'il y a, quoi. Faut voir ce qu'ils mettent. En dehors, du glutamate, de l'aspartame, je veux dire, l'aspartame, c'est aussi un scandale abominable. L'aspartame, ça a été refusé pendant des années à la mise sur le marché, jusqu'au moment où en fait c'était Donald Rumsfeld qui était un gros actionnaire de Seal, de la compagnie qui était propriétaire de l'aspartame. Quand il est rentré au gouvernement de Bush, il a fait passer l'aspartame et tout le monde nous a dit c'est génial. Et il y en a partout. Il y en a dans les médicaments, il y en a dans le coca, il y en a dans les sodas, il y en a dans tout. En parlant du coca, je crois qu'il y a le colorant caramel 150D qui est interdit aux États-Unis parce que des gens ont démontré que leur maladie était causée par ça. Donc c'est interdit aux États-Unis, le 150D, tu vois. Mais en France, le coca contient ce colorant encore. Parce qu'il n'y a personne qui a eu gain de cause pour démontrer. Et Donald Rumsfeld, il a refait le même coup avec le Tamiflu, c'est-à-dire là, l'aspartame, c'est quand il était au gouvernement de Bush père, et ensuite il avait un autre truc qui s'appelle le Tamiflu, qui est soi-disant le médicament miracle contre toutes les grippes, qui a été refusé pareil pendant des années en disant c'est une sombre merde, ça ne sert à rien. Quand il est rentré au gouvernement de Bush Junior, il a fait homologuer le Tamiflu et le Tamiflu était devenu la panacée contre tous les virus de toutes les grippes. Tous les militaires américains. Oui, alors eux, les militaires et les civils, hein, parce que j'en parlais hier dans les épandages, il faut voir. Hein, je veux dire, c'est... Non, mais en fait, moi je trouve que tout converge, c'est-à-dire c'est pas par hasard. Quand on voit les Guidestones, par exemple, où il y a écrit 500 millions de personnes et qui disent sans arrêt qu'ils veulent qu'on soit 500 millions et pas plus, quand d'un autre côté on regarde qu'ils rendent les gens stériles avec les pesticides, avec les ondes, etc., et que d'un autre côté toute la recherche, même l'argent du Téléthon, etc., Sylvie Simon avait enquêté dessus pendant des mois, je veux dire, ça va à la recherche microbiologique, mais à la recherche qui leur sert à eux, c'est-à-dire comment fabriquer l'homme nouveau. Donc d'un côté ils rendent les gens stériles, de l'autre ils nous parlent de la GPA, de l'utérus artificiel, de comment fabriquer un humain sans humain en clair, et après le transhumanisme, enfin je veux dire il y a un lien dans toute leur histoire. Comment se débarrasser des gens comme nous qui pensent qu'ils les emmerdent, parce qu'il faut nous nourrir, faut s'occuper de nous, faut nous donner le RSA, là ils auront plus de problème. Ils vont éradiquer tous les gens qui pensent un peu et ils vont fabriquer le nouvel homme qui va pas les emmerder, qui tombera pas amoureux, qui sera greffé sur un truc pendant des heures et voilà.
Et quand nos enfants voudront des enfants, il faudra qu'ils aillent acheter le modèle qui est autorisé par le gouvernement. Et c'est pas de la science-fiction, hein. Oh, ouais, et le gouvernement qui nous veut du bien. Les gens continuent à croire que le gouvernement nous veut Ouais. du bien pour notre santé. C'est pour ça que les gens ne se réveillent pas. Hein. Ouais. Ils sont convaincus qu'ils peuvent aller au supermarché ou à la pharmacie acheter ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé n'est pas dangereux. Et donc, partant de ce postulat fondamental, ce qui est autorisé par l'État n'est pas dangereux, et ben les gens continuent. Parce que l'État nous veut du bien. Oui, mais l'État vraiment, c'est des gros pourris parce que. Alors, Ah oui, oui, tout à fait. Mais l'État, c'est bon. Il nous veut du bien. Oui, mais quand on voit, par exemple, moi, des fois, je m'amuse dans les supermarchés, il y a des trucs. L'autre fois, je suis tombée sur un rayon de légumes, je sais plus dans quel supermarché, il y avait n'a pas reçu, je sais plus quelle était la phrase, n'a reçu aucune pulvérisation ou je sais pas quoi après récolte. Ah ouais? Et avant? C'est ou les œufs c'est extraordinaire. Les œufs c'est jour de la ponte, poule élevée en plein air, etc. C'est que des œufs en batterie. À part les œufs bio, pour avoir le label, je veux dire les œufs élevés en plein air, etc. Il suffit qu'il y ait une trappe comme ça au fond du hangar où les poules sont stockées comme dans des conditions abominables. Il suffit qu'il y ait une petite trappe où l'air arrive. Ils peuvent dire élevé en plein air parce qu'il y a une trappe avec de l'air. Faut voir les élevages, faut y aller une fois. On devient végétarien, les poules, je veux dire, ils leur sectionnent le bec à vif, ils les laissent, elles sont sur des clés comme ça pour que les excréments coulent. Et si vous étiez toute la journée sur un truc en pente, vous vous rendez compte comment il faut se tenir. Des fois, quand ils les récupèrent, elles ont les pattes qui se coupent, qui restent accrochées au clayage. En plus, ils sont bourrés d'antibiotiques, de trucs, comment on peut, les porcs, c'est pareil, hein. Comment on peut accepter, comment on peut être une société qui accepte que les animaux soient traités comme ça, quoi. Mais là, c'est pareil. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que avant, quand on habitait dans une ferme, etc., ou qu'on allait au marché, il y avait la poule avec le cou à côté, et le reste des plumes, et on avait conscience qu'on mangeait un poulet. Maintenant, les gens, ils vont dans les supermarchés, ils achètent une barquette avec 12 ailes, une barquette avec 6 cuisses. Ils sont déconnectés de la réalité, quoi. Et ce que vous dites est complètement vrai. Sur moi, le nombre de fois où on me dit ouais, mais vous êtes sûr parce qu'on le dit pas à la télé ce que vous dites. Alors si on le dit pas à la télé, c'est que c'est pas vrai. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, je sais pas si vous avez des questions. Oui, juste tout à l'heure, tu as parlé de la médecine quantique. Je me suis demandé ce que c'était. J'ai jamais entendu parler de médecine quantique. La médecine quantique, ça rejoint ce que disait. Enfin, je connais pas vraiment tout le procédé de la médecine quantique, mais justement, ce médecin dont je parlais qui a enlevé le cancer à des personnes que je connais dû au vaccin, c'est par médecine quantique. C'est-à-dire que normalement, le corps reçoit l'information quand il y a un virus ou un truc qui rentre. Notre système immunitaire a l'information. Quand il court-circuite, comme avec les vaccins, le système immunitaire, le corps peut passer à côté de l'information. Donc ça, la médecine quantique consiste à dire au corps, à donner l'information au corps. Alors quand on connaît pas, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, ce médecin, par exemple, il donne, quand vous allez chez lui, il vous met un papier dans la main avec un nom de substance. Et il regarde la contraction de vos muscles. Et la substance qui vous rend malade, les muscles se contractent de façon différente entre l'hypophyse et là. Et à partir du moment où il sait quelle est la substance qui vous rend malade, il donne l'information au corps et lui dit la maladie elle est là. Si tu l'as ratée, il faut que tu regardes. Enfin, je schématise. Tu l'as ratée, il faut que tu regardes là. Et le corps soigne. C'est la cible de l'information. Il y a une Canadienne, donc je crois que ça s'appelle Kishuri au Canada, qui forme les kinésiologues, parce qu'il y a beaucoup de kinésiologues qui se rapprochent un peu, mais ils ne sont pas autant avancés. Et donc c'est une dame maintenant qui est âgée quand même. Et donc en France, elle a formé certains kinésiologues aussi à la médecine quantique.
pouvez en trouver, enfin moi j'en trouve aussi. Ouais. C'est exactement ça, ce sont les programmes. Et il peut y avoir aussi des programmes où le volet immunitaire a été... il y a une information en disant non, je ne dois pas... est bloqué. Oui. Si quelque chose avait dit non, j'en ai pas besoin, mon corps n'a pas besoin d'immunité, enfin d'être immunisé. Oui. Donc il y a des tas de choses qui se... Donc elle est remise en action, en fait, et donc c'est... Mais il y a des recherches, ça vraiment c'est super intéressant. Il y a des recherches, par exemple sur l'ADN, etc., ou comme fait Montagnier sur la mémoire de l'eau et les virus et tout ça. Mais l'ADN, là, ils ont fait des recherches, enfin ils ont fait des études il y a pas longtemps, où par exemple ils grattent la joue de quelqu'un, ils prennent de l'ADN, ils mettent le truc d'ADN dans le coin de la pièce là-bas ou ici, et quand la personne rentre dans la pièce, son ADN le reconnaît. C'est dingue, hein? Et les trucs sur les virus que fait Montagnier, c'est aussi hyper intéressant. Il a repris les travaux de Benveniste sur la mémoire de l'eau, et en fait, il met une bactérie dans un tube d'eau, dans une éprouvette d'eau, et ensuite, il enlève la bactérie, et il filtre l'eau jusqu'à ce qu'elle soit totalement, comment on dit, pure. Et ensuite, il met d'autres tubes, il remet ce tube d'eau stérile et d'autres tubes d'eau qui n'ont pas contenu la bactérie, et il envoie des micro-ondes et la bactérie se reforme. Non seulement dans le tube où elle était, mais dans les autres. C'est pour ça qu'il dit en rigolant que le téléphone mobile a été inventé bien avant. C'est marrant. Hein. En fait, il démontre que la vie naît d'une information. D'une information, voilà. Et que toute bactérie, et ça c'était Benveniste avant, toute bactérie ou virus n'est qu'en fait un émetteur de fréquences. Voilà. Et on n'a pas besoin de ça pour réagir à ces fréquences-là. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé, c'est pas la bactérie elle-même. Et là, toute la médecine quantique aujourd'hui, et qui devait être la médecine électromagnétique, tend à dire, eh bien, on va annuler ce message électronique. Voilà. Parce qu'en face, il y a toujours le yin et le yang, ou l'inverse, la dualité, toujours. Et ils comprennent que voilà, on peut très bien soigner rien qu'avec des informations. Et c'est pour ça que Benveniste à l'époque était décrié, et Montagnier aujourd'hui aussi, c'est qu'en fait toute la chimie tombe. C'est-à-dire que demain vous avez un électromagnétique sur le téléphone, ça vous guérit. Mais en fait, c'est parce qu'ils nous ont mis la vérité entre parenthèses pendant 50 ans, quoi. Ça aurait jamais dû. C'est juste parce qu'il y a eu cette alliance entre le cartel de la chimie et Big Pharma, parce que c'était les mêmes propriétaires. Mais autrement, on n'aurait jamais dû. C'est pour ça que les médecins maintenant, on leur apprend plus à faire de diagnostic, etc. On leur apprend à être des voyageurs de commerce, des représentants de commerce. D'ailleurs, on le voit, qu'on aille chez le médecin parce qu'on a mal au pied ou parce qu'on a mal au foie, il vous donne le même antibiotique. Donc, mais ça, voilà, mais ça aurait jamais dû exister. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette histoire, peut-être qu'on serait beaucoup plus avancé qu'on l'est maintenant. Mais c'est sûr que Montagnier, il peut faire gaffe à sa peau parce que il enlève le pain des laboratoires. Et ces gens de ce niveau d'intelligence extraordinaire que sont Montagnier et d'autres chercheurs, aujourd'hui sont persuadés qu'il faut faire très attention et ils considèrent que la prière, ne serait-ce que ça, est très très bon. C'est du quantique et une prière peut guérir des maux extraordinaires, donc surtout des prières collectives, on va dire. J'imagine des chercheurs comme ça qui aujourd'hui disent attention. Ouais. Mais parce que ça, quand on discute avec eux, en fait, ils le disent. Ils disent, nous, on est des générations où avant, on expliquait tout par Dieu. Ensuite, on a dit, mais Dieu, c'est rien du tout, c'est la science. C'est la science qui expliquait tout. Et maintenant, ces gens-là qui ont 70, 80 ans, 90 ans, se rendent compte qu'ils ont passé toute leur vie et qu'ils n'ont pas tout expliqué avec la science, qu'il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas expliquer. Le nombre de médecins qui deviennent croyants parce que, de chirurgiens par exemple, qui deviennent croyants parce qu'ils voient des patients qui font des NDE sur la table d'opération, des expériences de vie, et qui sont obligés de se rendre compte. La première fois qu'il y en a un qui leur dit, il disait bon ok, le mec il est barjot, il s'est vu de là-haut dans son corps et tout. Mais quand au bout d'une carrière ils en ont 10, 15 qui ont eu cette expérience, ils sont bien obligés de se rendre compte qu'il y a autre chose que la science n'explique pas tout. Et surtout qu'ils reviennent en leur disant la marque de la table oui. avec les numéros qu'il y a dessous.
Et les discussions qu'ils ont dit entre eux, tu sais. Il faut vraiment s'interroger sur tout ça, parce que c'est... Ouais, la prière collective, c'est intéressant. De toute façon, Parce qu'il y a une américaine non, c'est une japonaise, mais qui parle, qui a été sauvée, elle était en phase finale d'un cancer. Et donc, elle a guéri en 7 jours. Et donc, elle réexplique, on la trouve sur Internet. Et donc, maintenant, elle essaie d'expliquer qu'il y a aussi une question de volonté qui se déclenche. Et donc, elle était à la fin, puisque toute sa famille était là pour les dernières heures. Et donc, elle explique que quand elle explique qu'elle est toute enflée, elle ne respire plus, elle a assisté, et ils attendent de faire la fin. Et donc, en fait, elle s'est remise complètement à guérir. Et en 7 jours, elle n'était même plus au service intensif. Donc, il y a vraiment et au Japon, apparemment, ils travaillent beaucoup aussi ils ont beaucoup de soins au niveau quantique et ils soignent des personnes. Je crois que c'est un Américain qui suit ça, je ne sais plus en tête, mais où ils se mettent autour de la personne et ils arrivent comme une prière, effectivement, à les soigner, une prière d'amour en fait. Ils arrivent à soigner les gens qui sont en phase finale. Ah oui, il y a le docteur Skoï qui est venu ici, qui a expliqué que pour lui, toutes les maladies est psychosomatique et que c'est notre corps qui donne l'ordre, parce qu'on a un choc affectif et psychologique qui fait qu'on génère le cancer, mais que c'est un peu comme des parpaings avec lesquels on monterait un immeuble ou une maison de cette forme ou d'une autre forme. Mais donc, ils peuvent très bien créer une tumeur, mais après, quand le corps, si on arrive psychologiquement à digérer ce choc, eh bien, notre cerveau va donner l'ordre de déconstruire, puisque on l'a concrétisé, on le digère. Si on n'arrive pas à surmonter ce choc, ben, ça va devenir énorme, et puis là, on va mourir. Mais c'est que psychologique, quoi. La déconstruction du cancer, la construction et la déconstruction, pour lui, c'est complètement psychologique, psychosomatique. Ça, c'est toutes les médecines traditionnelles qui le savent. Dans les médecines traditionnelles, il y a ce qu'on appelle la capacité d'auto-guérison. C'est ça en fait. Non, c'est la capacité d'auto-guérison qui peut agir sur tout, pas uniquement sur le cancer, à partir du moment où, moyennant des aides de n'importe quel type, ça peut être un médecin, ça peut être un tradithérapeute, peu importe, des éléments qui peuvent favoriser ton envie et désir, et ben, il y a un processus qui se met en place. Ils appellent la guérison spontanée. C'est la capacité de d'auto-guérison. Ils voient une tumeur, ils reviennent, ils n'y plus, ils disent c'est un miracle. Non, mais c'est physique, ça s'écrit vraiment physiquement. Il faut être fort. Merci Claire. Merci à vous.